Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV, votre chaîne thématique de recherche. À l'occasion de cette haute séquence de présentation d'ouvrage, nous donnons la parole à un auteur de la maison L'Harmattan, le professeur Moutchile Soulé, qui présente sa dernière parution sur la nature humaine, en compagnie du docteur Menyomo Ernest. L'ouvrage en question est publié dans la collection Ouverture Philosophie. Il aborde des débats métaphysiques aux technosciences du vivant et des postulats de la modernité politique et étatique. Oui, bonjour, professeur Moucheli. Bonjour, docteur Ernest Menyomo. Vous avez publié il y a quelques mois aux éditions L'Harmattan à Paris un ouvrage intitulé La nature humaine. Je voulais savoir, et qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet intellectuel? Disons déjà qu'il s'agit d'un ouvrage collectif dans lequel participent plusieurs auteurs, parmi lesquels vous-même. Et il est question de penser la nature dans notre environnement politique où les postulats de la laïcité s'imposent comme le seul principe axiologique rendant compte de ce que nous pouvons entendre par nature humaine, même si de façon formelle, on ne peut pas nous dire exactement et de façon définitive, par une définition, ce qu'est la nature humaine. Mais le plus intéressant ici, il a été question pour chaque auteur ayant participé à la rédaction de cet ouvrage de présenter en fonction de sa sensibilité philosophique ce qu'il entend par nature humaine. Et là-dedans, je m'interroge, je me demande s'il existe une nature humaine inviolable. Parce que si on dit nature humaine, il faudrait nous aussi se demander si cette nature humaine est une acquisition culturelle, une donnée innée. Mais s'il ne s'agit pas d'une donnée innée, ça veut dire que l'homme n'arrive pas au monde avec une nature. S'il s'agit d'une acquisition culturelle, ça veut dire que la nature humaine est toujours en train de se construire. Et par conséquent, l'homme pourrait-on penser d'une nature humaine? Pourrait-on penser une nature humaine caractéristique de l'humanité? Ou alors faut-il tout simplement dire qu'il s'agit d'un être continuellement en devenir? Oui, quelle différence faites-vous entre la nature humaine et l'identité humaine? Dans les deux cas, parce que quand on parle de nature, il s'agit d'un ensemble de caractéristiques Spécifique? Oui, des caractéristiques spécifiques à l'humain, malgré sa diversité. Tout à fait. Voilà. L'identité va donc voir dans la diversité les particularités. L'unicité. Oui. Il y a une sorte d'unicité dans la nature, dans le comportement de l'homme à travers sa diversité. Mais seulement, l'homme n'est pas un être qu'on pourrait identifier à partir d'un carcan définitionnel indépassable. L'homme nie à partir de sa culture toute identité pour se présenter enfin comme un être d'anti-nature. Peut-être c'est une position qui ne satisfait pas le matérialisme dans ces deux tendances, c'est-à-dire matérialisme historique et sociologique et le matérialisme naturel, qui pense que le bagage génétique de l'homme prédispose l'homme à un certain nombre de faits qui seront développés grâce à l'éducation, et l'homme, à partir de cette éducation et de ce bagage génétique, agira dans l'illusion de liberté. Si vous lisez Auguste Comte, que j'interroge beaucoup dans mon article qui est contenu dans cet ouvrage, vous constaterez que pour
non, André Consponville, et l'homme n'est pas aussi libre qu'il le croit. Il y a le bagage génétique naturel, il y a l'insertion sociale, qui sont les deux déterminants d'une nature humaine, qui s'expriment dans une sorte d'illusion de liberté. L'homme ici a l'illusion d'être libre, mais au fond il ne l'est pas. Ça c'est la position matérialiste qui n'est pas ma position. Parce que pour ma part, l'homme est un être d'anti-nature. Sachant ce qu'il est, il peut décider d'être autrement. Nous n'avons qu'à voir dans les nouvelles envolées culturelles qu'on retrouve à partir des NBC, c'est-à-dire des nouvelles pratiques biotechnologiques, où l'homme pense même dépasser l'âge actuel de son identité. Parce que pour lui, il faut qu'il soit constamment en décalage par rapport à ce qu'il est. Dans cette tension entre l'être et le devoir être, il veut même se transfigurer. Et dans cette logique de transfiguration, il pense ne plus pouvoir se soumettre à la loterie génétique naturelle. Bon, alors, est-ce que cette loterie génétique naturelle n'a-t-elle pas de conséquences? La loterie génétique naturelle, c'est le fait que nous soyons en train de subir une nature que nous n'avons pas choisie. Parce que, imaginons une famille qui commence par un couple qui va finalement fonder une famille. Le couple qui va fonder une famille, à chaque enfant, on a l'impression qu'on rebat les cartes. Pourtant, tous les enfants qui naîtront de ce couple auront été les enfants issus des mêmes bagages génétiques. Mais on constatera que même s'il y a présence d'une ressemblance morphologique, il y aura une différence d'identité entre les enfants des mêmes personnes. Mais aujourd'hui, on peut transcender cette volonté on peut transcender cette façon de subir la nature pour penser l'homme sur mesure. Bon, alors cet homme sur mesure là, est-il identique à l'homme naturel? Génétique. L'homme sur mesure est un organisme génétiquement modifié. Tout à fait. Et on le prédispose artificiellement à des données comportementales qui ne sont plus déterminées par une nature qui nous invente sans nous et malgré nous. Là, ne va-t-il pas conduire à la permissivité? Il faut déjà savoir que le système démocratique néolibéral s'adosse à un capitalisme lui-même libéral qui conduit à une sorte de permissivisme juridique. Et dans nos systèmes libéraux, démocratiques, ce n'est plus la pertinence d'un sujet qui donne force de légalisation ou de prise en compte comme principe législatif. C'est plutôt le nombre. Si nous sommes nombreux dans un État démocratique à réclamer une chose, à cause du fait que nous constituons un pouvoir électoral, je ne sais pas comment je pourrais dire, on ne va pas négliger notre prise de position, étant donné que nous sommes un réservoir de voix pour les élections. On pourrait, en fonction des normes imposées par un système gouvernemental, sanctionner un régime parce qu'il n'est pas ouvert aux réclamations populaires. Parce que quand on vit en régime démocratique, l'État a toujours du mal à imposer une vision
dans une vision qui pourrait conduire les hommes à respecter d'une certaine manière les institutions. À cause de cette démocratie, du fait que l'opinion compte en démocratie, les lois ne sont plus aussi fortes que dans des systèmes totaux ou totalitaristes. Oui, professeur, merci pour cette réponse. Je voudrais poser une autre question, professeur. Par rapport aux thèses des organismes génétiquement modifiés, est-ce qu'aujourd'hui, l'idée d'une vie pour la vie ou d'une vie sans fin ne peut-elle pas porter atteinte à l'idée d'une violabilité de la nature humaine? Bon, pour qu'il y ait... Parce que par essence, l'homme est un être ontologiquement achevé. Pour qu'on viole une nature humaine, il faudrait déjà qu'il en existe une. Mais ce que je dois dire, c'est que on voit de moins en moins la caractéristique curative des NBC. Ce sont des sciences qui entrent en jeu dans l'art médical pour prendre déjà en charge l'homme présent. Il y a cette médecine essentiellement curative a permis aujourd'hui l'évolution d'un certain nombre de prises en charge, d'un certain nombre de mécanismes de prise en charge des malades dans des hôpitaux. Imaginez-vous si la chirurgie n'était que curative et que le versant esthétique n'y existait pas. Vous pensez que quand vous avez une déformation faciale suite à un accident, qu'on ne sait pas qu'on peut faire une greffe, on pourrait tout simplement soigner les blessures, mais à la fin vous en sortez défiguré. Mais aujourd'hui, le chirurgien a le souci de l'esthétique. Il a le souci de l'esthétique. Je réponds ainsi pour qu'on ne pense pas que les technobiomédecines ne sont là que pour transformer l'homme, les hommes en des machines. Mais ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que le pouvoir de la science est ambivalent. Le bon médecin aujourd'hui est celui qui peut autant guérir que donner la mort. Bon, maintenant, il y a le serment qui encadre son travail. Oui, pour qu'il ne travaille que dans le sens de l'élévation de l'humanité. Oui. Ça ne signifie pas que l'autre aspect du pouvoir n'existe pas. Oui. Donc, le pouvoir de la science est ambivalent. Bon, maintenant, il est question de savoir quelle est l'orientation que nous choisissons dans l'usage de ces pouvoirs. Mais seulement, il faut savoir que nos laboratoires cachent des monstres. On ne montre pas, on ne publie pas tout ce qui se fait dans le laboratoire. Parce que les sciences aujourd'hui sont les sciences des possibles et non les sciences d'exactitude. Et entre autres possibles, il y a les erreurs, les échecs et les déviations même des résultats. Oui, professeur. Et quelle est donc aujourd'hui la place véritable que l'on occupe dans un monde où la science a dicté ses lois, la science a dicté son pouvoir? Jusqu'ici, tout part de l'homme pour arriver à l'homme. C'est l'homme le scientifique, c'est l'homme l'ingénieux, c'est l'homme l'intelligent. Et dans son ingéniosité, il pense s'ériger par-delà sa constitution naturelle et par-delà les déterminismes sociaux. Il faudrait comprendre l'homme comme cet être d'anti-nature. D'anti-nature
parce qu'ils n'acceptent pas de s'enfermer dans un quelconque carcan définitionnel. Et l'homme est en devenir. Et dans son devenir, il est dans un processus de dévoilement constant. Et à ce niveau, Martin Heidegger est très intéressant lorsqu'il parle de la temporalité humaine comme le processus historique au cours duquel l'homme s'accomplit en se dévoilant. Ça veut dire... Alors, ce dévoilement de l'être ne peut-il pas conduire à son achèvement? Disons que l'hystéricité de l'homme qui s'enferme dans la temporalité parce qu'on ne va jamais être capable de surmonter cette implacable mortalité de l'homme. L'homme se renouvelle. On peut s'interroger peut-être sur la capacité de nos scientifiques à devenir des nouveaux fabricants de l'homme, des nouveaux dieux. Parce que nous travaillons sur des cellules. Et les cellules sont elles-mêmes plastiques et peuvent ne pas répondre aux critères édictés en eux pendant le processus de socialisation. Donc la grande question est de savoir quel est le pourcentage de certitude qui pourrait se développer dans les pratiques des technobiomédecines que les philosophes aujourd'hui appellent le transhumanisme ou le développement d'une post-humanité. Oui, professeur, nous constatons donc que, selon vous, la nature humaine ne doit pas être déjà faite, elle est plutôt à faire. Oui, oui. Alors, que retenir donc, n'est-ce pas, au terme de cet échange? Ce qu'il faut retenir, c'est que le devoir de penser, le devoir de savoir est la caractéristique fondamentale de l'homme. Et dans ce devoir de savoir, il y a l'accomplissement d'un pouvoir. Mais parce que ce pouvoir est lui-même ambivalent, il y a des risques et des espoirs. Mais ces espoirs doivent être au-dessus des risques. Parce que si nous n'avons pas mis un espoir en la science, cet enregistrement ne serait pas possible. Alors, cette conversation ne pourrait pas avoir lieu entre nous et être transposable à l'échelle du monde. Mais parce que l'homme a confiance en la science, l'homme a compris, comme Paul Gilbert, que celui qui ne croit pas en la science aujourd'hui est un rêveur dangereux. On sait désormais que l'espoir d'une humanité, le fondement même de l'humanisation de l'homme, c'est la technoscience. Voulez-vous donc dire que face à cette technoscience, la métaphysique n'a plus son mot à dire? Non, la métaphysique naît de la technoscience. Je voudrais vous dire une chose. Quand nous regardons à l'échelle de la mécanique quantique, ce qu'on appelle le principe de complémentarité en mécanique quantique est l'interprétation métaphysique des faits scientifiques. Il y a une version épistémologique dans l'apprentissage de la métaphysique aujourd'hui, parce que le fait que le principe de simultanéité dans les expériences scientifiques à l'échelle quantique ne soit pas possible conduit nécessairement à une autre ouverture qui n'est plus mesurable scientifiquement mais déterminable métaphysiquement. Donc, et donc dire que métaphysique et technoscience forment un tout. Dualisme, ce dualisme doit fondre un monisme. Il y a que dans la métaphysique contemporaine, on voit la science mettre au monde cette métaphysique. Surtout quand on est dans le monde quantique. Ça ne signifie pas que la genèse est déplacée et que la métaphysique est désormais essentiellement fille de la science, mais ça signifie tout simplement que on ne peut pas penser
une science aujourd'hui qui ne débouche pas sur la métaphysique. Mais il s'agit d'une métaphysique objectivement rectifiée. Parce que, comme Bachelard le dit, nous ne pouvons plus spéculer sur la nature humaine autant que le faisait Aristote, qui avait du mal à comparer cette théorie à la réalité. Ce n'est que lorsque l'écart entre la théorie aristotélicienne et l'expérience, quand l'écart était trop flagrant, Aristote acceptait parfois d'écouter ceux qui disent que si tu veux parler de l'homme scientifiquement, il vaut mieux, ou bien d'une autre chose de façon scientifique, il vaut mieux ne pas s'arrêter à l'échelle de la spéculation. Il faut quand même prendre le temps de comparer ce que nous disons théoriquement aux expériences. Aujourd'hui, on parle d'expérimentation. À l'époque d'Aristote, il n'y avait pas. Mais Aristote avait déjà compris. Oui, il avait compris. Mais la physique aristotélicienne est essentiellement théorique. Aristote refusait. Aristote de Samos a été banni. Je sais. Parce que Aristote a pensé qu'il fallait à tout prix croire que le géocentrisme est la position qu'il faut adopter. Or, Aristote de Samos est parti d'une éclipse lunaire pour penser la fixité du soleil et la dynamique de la Terre. L'expérience naïve d'Aristote pour démontrer l'immobilité de la Terre a été plus rapidement acceptée que la démonstration expérimentale, même si elle était rudimentaire, d'Aristote de Samos. Et il a été banni parce que ça avait été considéré comme un blasphème. Ça avait été considéré comme un moyen de nier la logique créationniste des dieux de la mythologie grecque. Je voudrais vous demander de vous prononcer sur la thèse de la vie sans fin ou la thèse du vivre toujours. Selon vous, doit-on y croire de manière aveugle ou alors doit-on la saisir avec beaucoup de recul? L'humanité gagnerait à être constamment jeune. Une vie sans fin ne nous encouragerait pas à renouveler l'humanité. Ça, c'est ma première position. Quelle place donc occuperait dans les maladies de procréation? Non, je dis ceci. L'humanité gagne à être jeune. Donc, on n'a pas nécessairement raison de vouloir échapper à la mort. De toutes les façons, même dans ce que propose le transhumanisme, la mort va arriver. Mais on aura reculé suffisamment la date, l'âge, l'espérance de vie. L'espérance de vie. L'échéance de la mort à court terme n'aurait lieu désormais que par accident, suicide ou assassinat. Et on aurait la garantie, en dehors de ces obstacles, de vivre le plus longtemps possible. D'être capable de réaliser une performance de ces 20 ans à l'âge de 100 ans. Parce qu'on aura retardé le plus possible le vieillissement des cellules. Bon, c'est une pensée qui ne devrait pas être étouffée parce que nous avons choisi de vivre en démocratie. Mais seulement c'est que si l'humanité restait dans sa condition actuelle, dans 600 ans, non, dans 600 ans, chaque être humain n'aura droit, s'il va acheter un terrain, qu'à 2 mètres carrés de terrain. Sans manipulation génétique, on sait que dans 600 ans, ça veut dire l'humanité va
d'ici quelques siècles, devra se réorganiser dans la façon de penser l'habitat, par exemple. Bon, maintenant, s'il arrivait qu'à 300 ans, on est encore jeune, il faudrait penser comment organiser cette humanité. Bon, les explorations sont en train d'être faites. On a compris que sur Mars, à un certain moment, il y avait des coups d'eau. Mais l'homme est ingénieux. Pourquoi ne pas penser que Mars pourrait être habité à cette période? Vous comprenez donc que l'idée d'une nature humaine est très complexe. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci professeur Mounchili, merci docteur Menyomo pour ce magnifique échange sur cet ouvrage sur la nature humaine, des débats métaphysiques aux technosciences du vivant et des postulats de la modernité politique et étatique. Ouvrage publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Vertu philosophique. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, tout en vous remerciant de votre fidélité, à partager avec nous vos réflexions, vos thématiques de recherche. Vous, pour les auteurs qui ont publié dans d'autres maisons, dans d'autres espaces, vous pouvez prendre attache avec nos locaux, avec nos services, pour que nous puissions également partager vos pensées avec vous. Merci.